La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis aujourd'hui à nouveau avec Yves Dupenoit, qui est océanographe et qui a fait une longue carrière à l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, et qui a travaillé dans plusieurs pays différents, en particulier en Nouvelle-Calédonie, donc on en a beaucoup parlé la semaine dernière, pour l'étude détaillée du phénomène El Niño. Et donc, on a parlé de ce phénomène, Yves, la semaine dernière. Peut-être tu pourrais nous dire quelques mots un peu plus sur ce qu'on sait sur ce phénomène, comment il se forme et aussi les répercussions sur le climat, en tout cas local. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, pour expliquer, simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'à un moment donné, on a sur une zone, plutôt dans la partie centrale ou ouest du bassin, tempé Attends, du bassin, tu parles du bassin, Pacifique, du bassin Pacifique. ce que vous appelez le bassin, c'est l'océan Pacifique. Ouais, d'accord. Parce que c'est pas évident, hein, c'est de la terminologie de sonographe, ça. De l'ouest Pacifique, donc près de l'équateur, ou à l'équateur, on a une zone où apparaît donc une, température de surface de la mer qui est plus élevée que d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part, on ne sait pas trop pourquoi, On ne sait pas trop pourquoi. mais ça arrive tout le temps, en fait. Il y a tout le temps des fluctuations un peu partout. Donc là, il y a une petite fluctuation quelque part. Et alors cette zone, bon, dans certains cas, cette zone donc va affaiblir les alizés si on regarde à l'est. Par contre, au contraire, va, créer des vents d'ouest de Ça fait une différence dans les vents. des différences dans les vents, Oui. et ça va créer donc des mouvements ascendants dans l'atmosphère, et ça va perturber l'atmosphère au-dessus de cette zone-là. Et dans certains cas, cette zone, du fait de ces perturbations dans l'atmosphère, va s'étendre et se déplacer donc de la partie centrale vers la partie, est du bassin, c'est-à-dire vers l'Amérique du Sud. Attends, excuse-moi, juste pour comprendre, cette anomalie, donc il y a des anomalies qui peuvent se produire, on sait qu'il y a toujours des anomalies qui peuvent se produire partout, elle n'est pas toujours au même endroit? Ou est-ce que c'est une anomalie qui se produit en général dans la même région? Ce qu'on s'est aperçu pour les El Niño, tout au moins ceux de la période 1980 jusqu'à 2010 ou 2000, même après, c'est plutôt dans la partie centrale du bassin que ces anomalies, se produisent, D'accord. et qui peuvent, dans certains cas, produire justement une anomalie beaucoup plus grande, puisque le réchauffement s'étend vers la côte sud-américaine, avec donc des alizés qui vont, s'affaisser, qui vont ne plus exister pratiquement, et même des renversements avec des vents d'ouest au lieu d'avoir des vents d'est. Et bien sûr, avec ça, ça influe beaucoup sur la structure des courants dans la partie ouest et centrale et même est. L'océan Pacifique, c'est un océan qui est très, très grand, c'est immense, et ça fait des quantités de chaleur absolument phénoménales. Donc Excuse-moi pour encore une fois d'interrompre, mais c'est pour juste les auditeurs. On l'a dit la semaine dernière, mais ce serait peut-être pas mal de redire que là, on est en train de discuter d'un phénomène qui existe depuis très 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 longtemps tout à fait. et on ne parle pas du réchauffement climatique. C'est-à-dire que ce phénomène-là se superpose au réchauffement climatique global, mais pour l'instant, on n'est pas en train de parler du réchauffement climatique global. Il faut peut-être que ce soit clair pour les auditeurs. Donc c'est un réchauffement local, enfin local même si c'est le Pacifique et que c'est très grand, et qui est dû à un phénomène donc particulier, c'est le Niño. Voilà, mais alors après, effectivement, donc là, ce réchauffement donc de l'océan Pacifique va avoir un impact très important sur l'atmosphère, parce qu'il y a entre l'atmosphère, et l'océan, il y a toujours des échanges, continuels, et plus l'océan est chaud, plus ça va rendre instable l'atmosphère qui est au-dessus. Donc ça va créer des perturbations dans la circulation atmosphérique, et c'est pour ça que le El Niño va créer des perturbations sur les pays qui entourent le Pacifique tropical. Donc par exemple, il y aura des sécheresses, en Indonésie En Australie? en Australie. Par contre, il y aura des pluies très abondantes du côté de Noël et de début d'année sur les côtes de l'équateur, du Pérou et du Chili.
Par exemple, les seules pluies qui se passent dans le désert d'Atacama, c'est au moment d'El Niño. Et il y a même il y a des plantes qui repoussent tous les 3 ou 7 ans, au moment où l'El Niño Ça intéresse les astronomes parce qu'il y a beaucoup d'observatoires dans l'Atacama. voilà. Et donc les seuls moments où il y a donc des pluies dans ce désert, c'est au moment où il y a la maturité d'El Niño. Bon, et après donc ça, il y a même des zones très éloignées qui sont impactées par ce phénomène El Niño. Alors maintenant, à l'époque moderne, cette, ce réchauffement donc des zones, tropicales, enfin au moment d'El Niño, ça s'additionne bien sûr au réchauffement global. Ce sont 2 choses qui se superposent. Le réchauffement climatique qui est, tel qu'il est, plus l'événement El Niño qui, correspond à un réchauffement de l'atmosphère. C'est-à-dire que le réchauffement climatique est quelque chose à long terme et le El Niño, c'est un cycle saisonnier. Enfin saisonnier, pas tout à fait Pas saisonnier. tout à fait saisonnier, mais Mais, un cycle un cycle cycle naturel qui ne revient pas toujours à la même fréquence, mais enfin, c'est quand même un cycle naturel. Et alors donc, il y a eu un événement qui est le spatial et l'envoi dans l'espace de satellites comme, Topex Poséidon, donc je ne sais plus exactement quelle année, mais donc de satellites. Il faut expliquer aux gens à quel apport extraordinaire ça a été et que depuis les satellites, on peut faire des mesures, très précises, hein, de la surface de l'océan et tout ça. Tout à fait. Alors Topex Poséidon pour, faire simple, c'est des mesures radars qui sont envoyées de l'espace vers l'océan. Donc c'est des calculs de temps De parcours des ondes, voilà, oui. de temps de parcours. Et donc pour nous, il nous faut des temps très précis pour que donc le signal arrive du satellite jusqu'au niveau de la mer et repart. Donc nous, On mesure la surface, la distance à la surface de la mer. voilà, c'est ça. On mesure la distance entre le satellite et la surface de la mer. Et donc, ce qu'on va utiliser en océanographie, c'est les différences d'élévation du niveau de la mer. Bon, évidemment, l'océan bouge, il monte, il descend, etc. En dehors des courants de marée, hein, ça n'a rien à voir avec les courants de marée. Et donc, ces fluctuations du niveau de la mer nous permettent de calculer des fluctuations de courant et aussi donc de structure thermique de l'océan superficiel. Donc pour ça, il nous faut des mesures évidemment très précises, puisque sinon ça ne serait pas, on aurait des erreurs énormes sur les mesures qu'on calcule après. Donc il nous faut un signal qui est de l'ordre du centimètre. Donc depuis un satellite qui est à quelle altitude? Quelques centaines de kilomètres probablement? Voilà, oui. Depuis quelques centaines de kilomètres, on peut mesurer des variations de moins du centimètre. C'est quand même De l'ordre du centimètre, voilà, c'est ça. Et donc le Topex Poséidon a été envoyé en août 1992. On avait une campagne à ce moment-là en mer, parce on a mis des instruments en mer dans le Pacifique Ouest, donc au nord de la Nouvelle-Calédonie, enfin près de l'équateur, pour aider à la calibration des mesures de Topex Poséidon. Et le Topex Poséidon a été pour nous un instrument assez extraordinaire, parce que en regardant les fluctuations du niveau de la mer, on a vu que le signal se transportait très rapidement. Enfin, quand on parle très rapidement, c'est de l'ordre de quelques mois, enfin de 2 ou 3 mois. Le signal, c'est-à-dire une sorte de fluctuation une fluctuation locale fluctuation qui se locale propage qui se sur l'océan. propage du Pacifique Ouest ou central vers l'Amérique du Sud. Et donc on a pu suivre de façon assez intéressante, enfin même assez précise, l'évolution d'El Niño, notamment celui de 1997-98, que sans entrer dans les détails, on a ici vu grâce à Topex Poséidon sur les fluctuations du niveau de la mer, les théories sur les ondes équatoriales, qui sont des ondes qui perturbent l'océan superficiel, et donc que ces théories-là existaient. Et on voyait même la forme le signal se propageant le long de l'équateur, on voyait la forme de ces ondes. Ça, c'était vraiment assez extraordinaire de voir ça. Je veux dire, pour la petite histoire, il a été envoyé par la fusée Ariane de Kourou, mais en juillet 92, donc un mois avant le lancement, il y a eu une alerte en disant: «Ouais, mais il y a des problèmes de batterie et est-ce qu'on retarde?» et cetera. Donc, et puis finalement, la décision était prise de pas, de l'envoyer quand même. Et donc le lancement a très bien réussi, et surtout, le satellite était
prévu pour survivre 2 ou 3 ans et en fait, il a vécu une douzaine d'années, hein, et donc il a été remplacé après et donc le Topex Posilion, c'était vraiment une réussite. Et alors maintenant, on a d'ailleurs, à la suite de ce satellite-là, on a d'autres satellites et les satellites Jason, la série Jason, qui permet de continuer cette série et maintenant on a une série qui doit faire, je ne sais plus combien, mais enfin 30 ou plus de 40 années quoi maintenant de mesures altimétriques et qui permet de voir l'océan global. Donc ça a révolutionné aussi un peu la façon dont on voyait l'océan. Ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours besoin quand même de mesures à la mer parce que le satellite ne mesure que les couches très superficielles de l'océan et on ne va pas voir ce qui se passe en dessous et en dessous, quelquefois, il se passe des choses quand même très importantes. Mais c'est quand Mais même là, on imagine, hein, parce que ce qui se passe en surface dépend aussi de ce qui se passe au fond, il y a 27 fronts, hein. mais Et tout ça est relié aussi à l'atmosphère, donc en fait, tout ça, c'est quelque chose de très global. oui, tout à fait, oui. Oui, oui, voilà. Eh bien, merci Yves pour toutes ces informations sur le phénomène El Niño et la manière dont on fait les observations actuellement et aussi l'importance des satellites et de l'espace. Et on va se revoir encore une fois la semaine prochaine, mais cette fois-ci, on va quitter l'océan Pacifique et on va parler de l'Afrique, la mousson africaine, le golfe de Guinée et bien, de tes expériences de plusieurs années d'études, toujours à l'Institut de recherche et développement, mais à Cotonou, au Bénin, et toutes les études que vous avez faites là-bas et toutes les relations aussi avec les étudiants africains. Donc à la semaine prochaine, merci. À la semaine prochaine. Au revoir.